défi de la lutte contre la précarité à travers 58 engagements. Ils doivent, peut-on lire dans le bordereau, contribuer à l'émancipation des personnes les plus démunies afin qu'elles puissent se loger dignement, se nourrir correctement, prendre soin de leur santé, se déplacer librement, se former, occuper un emploi, avoir accès à une vie sociale, culturelle et merci de ne pas avoir oublié le sport. Au-delà de la communication sur une multitude d'actions tous azimuts, financées par de souvent modestes budgets, mais qui permettent notamment aux associations partenaires la réalisation concrète d'actions. Et je suis très sensible aux exemples que vous avez pris. J'ai reconnu la gare de Vitré dans la vidéo dès le début, et notamment cette action Mobise qui fonctionne très bien avec la résidence Habitat Jeune et l'exemple de Gel Délices qui est tout à fait remarquable. La priorité reste pour nous la lutte contre le chômage, première des inégalités, sur laquelle la région est dotée de compétences. Cela passe par le soutien au développement économique, l'amélioration de l'orientation, notamment au lycée, le meilleur calibrage des formations professionnelles, le travail à faire sur les freins périphériques à la reprise dans l'emploi. Nous serions là totalement dans les compétences de la région et il y a encore fort à faire, mais je suppose que vous y travaillez avec vos collègues de la majorité. Alors je vais me permettre de vous poser quelques questions sur quelques dispositifs. En Bretagne, 350 000 personnes vivent encore au-dessous du seuil de pauvreté, fixé à environ 1 063 € par mois, ce qui représente près de 11% de la population. Près de 50 000 jeunes de 15 à 24 ans sont non insérés, ni en emploi, ni en formation, ni en études, soit 13% des jeunes de notre territoire. Sur l'illettrisme, vous avez adopté un plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme en Bretagne 2021-2025. Cela touche 7% des 16-65 ans. Nous sommes en 2024. Peut-on avoir un premier bilan chiffré des parcours illettrisme et illectronisme inclus dans le dispositif Prépa-Clé déployé partout en Bretagne? Combien de personnes concernées? Quelle est aujourd'hui leur situation et que deviennent-elles à l'issue des parcours? Sur le décrochage scolaire, où en êtes-vous du décrochage des apprentis qui est loin d'être négligeable? Nous rejoignons le Césaire qui regrette que le travail de repérage du décrochage des jeunes apprentis non seulement ne soit pas lancé, mais ne fasse même pas partie a priori des priorités 2024-2025, mais peut-être vous direz-nous le contraire. L'aide au permis de conduire. En 2023, près de 700 aides auraient été attribuées pour des moins de 30 ans qui suivent les dispositifs prépa, qualif, accompagnement à la qualification et langue de Bretagne pour un montant total de 984 050 €, soit en moyenne 1 415 €. Reste-t-il un montant à la charge des bénéficiaires et que prévoyez-vous en 2024 ? Open Badge, combien ont été déployés? Pouvez-vous nous dire combien donc en 2023? Pour quel bilan aujourd'hui? Durant les 6 mois d'expérimentation, les 11 organismes de formation volontaire ont conçu plus de 70 badges. Ce sont ainsi 215 stagiaires qui ont obtenu des badges et ont pu valoriser leurs compétences auprès d'employeurs ou d'organismes de formation dans le cadre de leur parcours. Encourager l'acquisition par les principaux réseaux de véhicules moins polluants, vous l'avez dit. Les Restos du Cœur, soutien à l'achat d'un véhicule frigorifique de 3,5 tonnes, 25 000 €. Le Secours populaire, le soutien à l'achat d'un véhicule, 10 000 €. Peut-on savoir quels sont les critères que vous appliquez et quel budget vous affectez à ces dépenses? Car il y a de nombreuses antennes de ces deux associations et d'autres associations qui pourraient être intéressées.
Même question s'agissant des mises à disposition de véhicules par la région à des associations bretonnes. Vous l'avez dit, 12 voitures auraient été mises à disposition de 4 structures au contact des jeunes, c'est très apprécié. Et 8 scooters ont été mis à disposition de 4 associations, là encore, via quels critères et quel peut-être appel à projet. S'agissant du logement, permettez-moi de faire le point. 100 000 demandes de logement social en Bretagne. Les personnes seules représentent 51% des demandes, passant de 32 000 à près de 50 000. 27 000 familles monoparentales sont demandeuses contre moins de 20 000 en 2019. Un quart des demandes concernent des personnes vivant seules avec au moins un enfant à charge. Un tiers des demandes concernent des salariés du privé, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Un quart des dossiers proviennent d'actifs d'autres secteurs, des artisans, des commerçants, des professions libérales. Au total, 60% des demandes proviennent d'actifs. Je pense que nous nous rejoignons pour affirmer que le compte n'y est pas. Le CRHH s'est d'ailleurs inquiété, on parlait tout à l'heure du logement étudiant, inquiété de la programmation de logements sociaux pour 2023 en Bretagne, avec 5 556 unités contre un objectif de 6 400 qui serait nécessaire, alors même que cet objectif avait déjà été revu à la baisse. Est-il besoin de rappeler que le parcours résidentiel est totalement grippé, qu'il n'y a plus de rotation dans le logement social, au détriment des ménages les plus précaires, et que les ponctions opérées par le gouvernement sur les bailleurs sociaux n'encouragent pas le choc de l'offre, plus que jamais nécessaire. 16 mois d'attente en moyenne pour l'attribution d'un logement social en Bretagne. Quant à la rénovation du parc, à quand une prime rénov' stabilisée, durablement financée et à la gestion décentralisée? Si sur ce sujet il y a consensus, portons-le ensemble. Sur la santé, cela devient probablement la première préoccupation des Bretonnes et des Bretons, notamment des plus précaires, avec le manque criant de professionnels de santé et une répartition inégale des services sur le territoire. L'accès aux soins, la prévention, la considération pour la santé mentale, nous l'avons évoqué pour nos jeunes, devraient être des priorités. Est-il besoin de le redire? Le PRS se met en place, la région s'implique-t-elle ou pas? Et si oui, comment, pour lutter contre le renoncement aux soins les plus élémentaires? Si vous nous permettiez d'accueillir la directrice de l'ARS, nous pourrions à tout le moins lui poser la question. Enfin, dans ce rapport, il est mentionné, ces actions ont été menées en lien étroit avec l'ensemble des partenaires, l'État, singulièrement le commissariat à la lutte contre la pauvreté, les intercommunalités, les départements et les associations qui jouent un rôle absolument majeur et fondamental. Le gouvernement a en fait lancé les pactes locaux de solidarité et nommé des commissaires à la lutte contre la pauvreté. Ils réunissent en priorité les services de l'État et les conseils départementaux, considérés comme les pilotes en chef des politiques de solidarité, ainsi que les métropoles. Alors, comment la région a-t-elle été associée, vous l'avez dit, à l'élaboration de ces contrats qui doivent déboucher sur des actions concrètes, coordonnées, pour qu'il n'y ait pas de, de trous dans la raquette et pas de doublons? Et comment envisagez-vous la suite? Je vous remercie. Merci à vous, merci madame. Parole à Guillaume Robic. Monsieur le Président, chers et chers collègues, merci d'abord à notre collègue Régine Rouet et surtout à l'ensemble des partenaires mobilisés par et pour